le petit truc. Bien- Bienvenue sur Simplement Holistique, le podcast qui aide à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, la santé, le mental et le physique. Donc, bienvenue à tout le monde. Salut Yvan. Salut Max, comment vas-tu? La forme et toi? Ça va, super. Super, la grande forme. Donc aujourd'hui, on va chercher à mieux comprendre l'intérêt de la digestion, comment mieux digérer et in fine, comment donner quelques astuces à la fin du podcast pour justement optimiser sa digestion. Donc il faut bien rester jusqu'à la fin. Excellent. On peut peut-être commencer par à quoi ça sert de digérer? Digérer ou même l'alimentation. L'alimentation, manger. Pourquoi on mange? Pourquoi on mange? Pourquoi on mange, je pense, Max, c'est simple. C'est pour permettre de fabriquer de l'énergie. Nos petites cellules, elles fabriquent de l'énergie et pour nous permettre de survivre, tout simplement. De survivre. Sans énergie, on ne survit pas. On ne peut pas bouger, on est mort. Voilà, tout ça. Donc c'est plutôt important. Et du coup, la digestion, c'est l'art de faire passer le non-soi au soi. Donc, parce que notre tube digestif, en final, c'est toujours l'extérieur de notre corps. C'est jamais l'intérieur. Donc il faut faire passer les aliments ou ce qu'on mange ou ce qu'on boit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il y a plein d'étapes à respecter pour ça. Et si une de ces étapes de la chaîne n'est pas respectée, c'est toutes les autres qui en pâtissent. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Super, beau programme. Beau programme. Un beau programme. Tiens, pour finir l'introduction, j'aimerais aussi dire que longtemps, j'ai pensé que l'on était ce que l'on mangeait, alors qu'au final, on est plutôt ce que l'on absorbe. Parce que si on n'absorbe rien, ce qu'on mange, ça ressort comme c'est venu. Et c'est là la nuance. Donc sur ces paroles, je pense qu'on peut commencer le parcours d'un aliment. Ok, on va commencer alors tranquillement. Prenons un exemple. Enfin moi, déjà on va commencer en essayant peut-être de vulgariser tout le système digestif. Donc le système digestif, si tu es d'accord, pour nous, ça va être de dire qu'il commence à partir de la bouche. Ouais. Et il va se terminer jusqu'au niveau de l'anus. Exact. C'est-à-dire, dès qu'on va ouvrir la bouche, la digestion va commencer et elle va se terminer une fois qu'on a excrété, entre guillemets, les déchets. Et ça, c'est au niveau de l'anus que ça va se passer. Donc pour moi, le tube digestif, c'est tout ça. D'accord ? C'est pas que ce qui se passe ici, c'est vraiment de là jusqu'en bas. Et si on prend un aliment, peu importe l'aliment, une pomme, une pomme si tu veux, on va ouvrir la bouche, on va croquer dedans. À partir de là, y a toutes nos petites dents qui vont découper, qui vont broyer. Donc chaque dent a un rôle bien précis. On ne va pas rentrer trop là-dedans. Ouais. Et l'objectif premier au départ au niveau de la bouche, ça va être déjà de mastiquer. Faire fonctionner notre langue, qui va permettre aussi de pouvoir faire tourner comme une petite machine à laver, entre guillemets, les aliments dans la bouche. D'accord ? Et plus on va mastiquer, plus on va commencer à sécréter de salive. Et dans la salive, on va avoir quelques enzymes qui vont permettre de découper certains sucres au début, qui vont commencer le premier rôle de découper ces gros molécules de sucre, entre guillemets, en plus petites, qui vont être plus facilement digérées, entre guillemets, surtout dans un autre endroit du tube digestif, mais on en parlera un peu plus tard. Ça. Ouais. Peut-être juste pour rebondir sur ce qu'est une enzyme, très brièvement. Alors une enzyme, c'est très simple. Une enzyme, c'est une protéine, déjà, qui va nous permettre, comme un ciseau, qui va découper. C'est une machine qui découpe. Voilà, c'est un ciseau. Moi, j'aime bien appeler un ciseau. C'est un petit ciseau, et on vient découper. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est là qu'on peut se rendre compte de l'importance de bien mastiquer, chose sur laquelle j'avais sûrement beaucoup de tort. Beaucoup de gens. Disons 90%, Max, tu faisais partie comme moi. Ouais. 90%. Donc c'est vraiment, si déjà le premier maillon de la chaîne fait mal son job, c'est clairement tout le reste qui va en pâtir. Et du coup, on ne pourra pas absorber correctement les nutriments et vraiment prendre le temps de bien manger. Ça va être super important. Donc, et oui, je rebondis sur ce que tu as dit, le maillon de la chaîne. On peut aussi comparer le tube digestif à une grande usine, en fait. Ouais. Le produit arrive brut, il doit être transformé. Et en fait, la première partie, c'est ce qu'on a dit, c'est la bouche. Imaginons que l'ouvrier qui doit faire le travail de mastication et qui doit permettre de sécréter la salive, lui, il n'est pas là. Tu comprends bien que le deuxième ouvrier, il va dire « Oh, il est où le monsieur là, qui devait faire son job? Il n'est pas là, moi je vais travailler 2 fois plus. » C'est exactement ce qui va se passer tout le long du parcours du tube digestif. Donc, si chaque endroit est si important, c'est que chaque partie du tube digestif doit faire son travail. Et peut-être que le travail qui est fait par un employé à cet endroit-là ou cet ouvrier ne peut peut-être pas être fait par un autre.
Et c'est-à-dire qu'à un moment, si on loupe une étape de la chaîne, elle sera peut-être plus jamais compensée. Et donc, naturellement, il y a des choses qui ne vont pas être assimilées et absorbées, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça, c'est important de le dire. Chaque individu a sa spécificité. Exactement, tout simplement. Donc là, au final, on a bien mâché, on a pris le temps. Maintenant, on avale, du coup. On déglutit. On déglutit. Ouais. Ça passe par l'œsophage, donc le grand tuyau qui va jusqu'à l'estomac. Et via un certain mouvement, le péristaltisme. J'ai toujours du mal à le dire. Mais ouais, pas facile, il est compliqué ce mot-là. En gros, c'est des petites contractions de l'œsophage qui vont faire descendre l'aliment. C'est pas juste, il tombe comme dans une falaise et ça arrive dans l'estomac. C'est vraiment un procédé de petites contractions musculaires qui font descendre le tout. C'est ça. En fait, on prend l'œsophage, c'est comme si on prenait, vous voyez les femmes qui ont des longs coups là, qui mettent des anneaux. Ouais. En fait, on pourrait prendre l'œsophage avec cette image-là. Ils ont des grands gros œsophages, mais en fait, c'est des petits anneaux, des muscles comme ça, en forme d'anneau, et qui viennent se contracter, ce qui va permettre à chaque fois, à chaque étage, de faire descendre en fait le bol alimentaire. Et même la tête à l'envers, en fait. Ces muscles-là continuent à travailler et on peut continuer justement à faire descendre le bol alimentaire, même la tête à l'envers en fait. Bon, ça ne veut peut-être pas dire qu'il faut manger la tête en bas, mais... C'est pour montrer que les contractions seront quand même présentes et que le bol va continuer à descendre. Voilà. Yes. Ah, et du coup, aussi d'où l'importance de bien mâcher pour avoir de la bonne salive qui va vraiment lubrifier les aliments pour qu'ils passent plus facilement. Exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, la question que tu m'as posée du beurre de cacahuète, qui je trouvais était super pertinente parce qu'on l'a tous vécu. On prend la cuillère, Je sais pas si tout le monde fait ça. Oh si, il y a quand même pas mal. Je te jure qu'il y a beaucoup de gens. Ou alors du beurre d'amande des fois. Si, j'en connais quand même pas mal. Et tu prends le truc, t'avales direct, pratiquement, sans trop force. Voilà, sans avoir trop humidifié avec la salive. Et puis t'as l'impression que c'est tout bloqué ici. Il faut que tu bois un bon coup justement pour le faire glisser. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Ça, à mon avis, ça arrive à tout le monde. Et je voulais revenir juste sur quelque chose qui est très important justement. Pour que ces contractions puissent bien se faire et que donc le bol alimentaire puisse bien descendre et bien glisser, c'est vraiment important, là encore, d'être dans un état relativement calme et zen. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le stress, sans entrer trop dans les détails au niveau des contractions musculaires, va avoir tendance à spasmer les muscles. Donc imaginons qu'on arrive, on est très stressé. Ces muscles-là ne vont pas agir en se contractant et en se relâchant, donc ils vont être restés toujours contractés. Donc c'est ce qu'on va avoir. Le phénomène, on l'entend souvent, des fois, une personne qui a été stressée, elle a mangé, elle se dit j'ai cette boule dans la gorge. Et c'est souvent lié justement à ce phénomène-là, d'être très stressé avant d'avoir mangé, et la personne mange, et il y a une constriction au niveau de l'œsophage, et ben, naturellement, la nourriture peut descendre beaucoup moins facilement, et donc elle reste bloquée ici. Voilà. On rebondira là-dessus sur justement comment bien faire pour se mettre dans un bon état digéré à la fin. Exactement. Ok, donc là, l'aliment passe du coup dans l'estomac. Oui, il est passé tapis roulant, l'œsophage. Tapis roulant, l'œsophage. Pour moi, c'est le tapis roulant, l'œsophage. Et puis maintenant, ça tombe dans l'estomac, la grosse poche, qui va sécréter de l'acide pour commencer à dégrader les aliments. Ouais. On peut dire ça. Alors, peut-être pas dégrader. Alors, je pense que l'estomac a plusieurs rôles, mais l'acidité de l'estomac, pour moi, a un premier rôle de barrière. Pour moi, je dirais que c'est la première barrière immunitaire. Quand on va commencer à manger et à mastiquer, parce que quand on mange, la bouche est ouverte, même si on dit de manger la bouche fermée, on ouvre la bouche quand même. Donc il y a des microbes, il y a des bactéries aussi par rapport aux aliments qu'on a pu manger, qui sont dessus. Et en fait, cette acidité, l'estomac, pour faire simple, c'est à peu près un pH entre 1,5 à 2,5, disons 2. C'est super acide. On prendrait l'acidité de l'estomac, on le met sur le dos, on a un trou. Hein. C'est de l'acide chlorhydrique. Hein. Donc l'acide chlorhydrique, ça veut bien dire que je te dépose une goutte, tu as un trou dans le bras. Hein. Donc c'est pour que les gens ils comprennent bien, c'est hyper puissant. Et donc cet acide chlorhydrique, cette acidité va permettre de tuer pas mal de bactéries, pas mal de virus, même des levures, et donc nous permettre d'assainir déjà nos aliments. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, ce qui va nous permettre de découper les aliments, c'est surtout certains types d'aliments, d'accord ? Et c'est ce qu'on appelle certains macronutriments, les protéines. Donc les protéines vont commencer, c'est les grosses molécules qui arrivent. Hein. Par exemple, prenons un morceau de viande, il arrive, il tombe dans l'estomac, il a été déjà un peu broyé. Et là, c'est des grosses molécules qui arrivent, donc des grosses molécules qui sont des protéines. Et là, on va venir commencer à les découper avec des enzymes. Là aussi, il y a une enzyme qu'on appelle la pepsine, à l'occurrence. Ça n'a rien à voir avec le Pepsi. Ouais, non, pas c'est la pepsine. Et qui va permettre, comme on a dit tout à l'heure, elle fait son rôle. Elle va venir découper les grosses molécules de protéines
en petites molécules beaucoup plus petites qu'on appelle des peptides. Voilà. Ok. Donc, grosse protéine devient peptide suite à une enzyme qui vient la couper. Voilà, c'est exactement ça. Après qu'elle se soit fait assainir par l'acide chlorhydrique de l'estomac. C'est exactement ça. Et là, on en revient toujours à la même chose. L'acide chlorhydrique, sa sécrétion va permettre l'activation du pepsinogène en pepsine, et l'acide chlorhydrique, il est pendant au stress. Donc je reviens encore sur ce qu'on a vu juste avant l'œsophage, c'est hyper important. Quelqu'un qui va être stressé va moins sécréter d'acide chlorhydrique, donc il va moins bien digérer les protéines. Donc si ces protéines-là arrivent plus bas, on le verra tout à l'heure, avec des molécules beaucoup plus grosses, l'absorption va pas être bonne. Le principe de l'employé qui fait mal son job. On a tout à fait, voilà, tu as tout à fait résumé, c'est exactement ça. Et est-ce qu'on rebondit sur les médicaments qui réduisent l'acidité de l'estomac, ou on laisse ça pour un autre On peut un peu en discuter, c'est ce qu'on appelle des IPP, donc c'est des inhibiteurs de la pompe à protons. La pompe à protons, c'est très simple, c'est ce qui va nous permettre de sécréter l'acide chlorhydrique. Et donc, l'objectif, c'est de rendre le pH un peu plus haut, alcalin. Il est souvent donné à des personnes qui ont eu des ulcères. Pourquoi ? Parce que l'ulcère, c'est une plaie à vif. Hein. Donc si tu continues à mettre quelque chose d'acide dessus, on peut comprendre qu'il ne sera jamais, entre guillemets, guéri. Donc là aussi, il ne faut pas toujours tout critiquer. Je pense qu'en traitement, quand il y a une personne qui a eu un ulcère, pour lui permettre d'avoir moins d'acidité, pour que l'ulcère il se résorbe, et qu'une fois l'ulcère qui est résorbé après une gastroscopie, on dit que c'est nickel, d'arrêter les IPP, ok. Par contre, des gens qui sont sous IPP toute leur vie, et j'en connais, je pense que là, encore une nouvelle fois, c'est une aberration. Je pense qu'on ne va pas au fond du problème. Une personne souvent qui est sous IPP, c'est pour faire baisser son acidité. Or, beaucoup d'études nous montrent que ce n'est pas un surplus d'acidité souvent, c'est que les gens n'ont pas suffisamment d'acidité et on leur donne des IPP. Donc ça va baisser encore l'acidité. Voilà, exactement. Et donc, si pas d'acidité, pas de transformation du pepsinogène, activation par contre du pepsinogène en pepsine, et donc le ciseau, il est rouillé, il ne fonctionne pas trop bien, donc les grosses molécules vont arriver, puis on se retrouve avec des personnes, par exemple, qui commencent à devenir intolérantes au lactose, qui deviennent intolérantes à d'autres protéines. Parce que quand elles arrivent, ces protéines au niveau de l'intestin grêle, justement, sont plus reconnues, parce que c'est des grosses molécules, le corps ne les reconnaît pas, le système immunitaire derrière la barrière intestinale dit « Wow, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il commence à tirer, parce qu'il dit « Waouh, un ennemi !» Et là, qu'est-ce qui se passe ? Inflammation chronique et tout ce qui va avec. Voilà. Bon, ça fait une belle parenthèse sur les IPP et sur l'acidité. Voilà, exactement. Je trouve que c'était quand même important d'en parler. Mais tu as une super question, franchement, super question. Du coup, est-ce qu'on a un autre rôle à faire dans l'estomac ? C'est mélanger aussi. Ouais, ça se mélange. Tu vois, il faut que ça soit une soupe. Hein. On mélange. Et justement, ce bol alimentaire qui devient un peu soupe, on appelle ça le chyme. Voilà. Ouais. Du coup, le bol alimentaire, c'est tout ce qu'on a mangé. Voilà. Et du coup, le chyme, voilà. c'est ce qui va passer. Exactement. Et en fait, quand ça a bien été tambouillé, tu vois, donc mélangé, comme dans une machine à laver ou une essoreuse, à ce moment-là, le cerveau a une information qui dit « Oh, ça fait 3-4 heures que ça est en train de tourner là-dedans, là, et il commence à ouvrir la petite porte. » Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en haut de l'estomac, tu as une première porte qui vient se fermer quand l'œsophage a laissé passer le bol alimentaire, donc il se ferme. En bas aussi, c'est fermé. Là, ça se coupe. Et ensuite, quand c'est devenu une sorte de belle soupe, comme on a dit, le chyme, la petite trappe du dessous s'ouvre, et là, ça commence à partir dans le duodérum. Est-ce que des fois, du coup, le clapet du haut, il s'ouvre, un peu comme une cocotte minute, et puis du coup, on a des renvois ou des rots? Tout à fait, exactement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, le premier en haut, c'est le cardia, le deuxième, c'est le pylore. Et le cardia, des fois, il peut devenir un peu lazy. Il ne fait plus trop son rôle, donc il reste un petit peu entrouvert chez certaines personnes. Une nouvelle fois, on va parler du stress. Spasme, donc il ne se ferme plus, il ne s'ouvre plus correctement. Donc le bol alimentaire, au bout d'un moment, il y a un peu de fermentation qui peut se produire au niveau de l'estomac un petit peu, donc c'est des gaz, on en a. Donc il faut que ça sorte. Donc s'ils sont au niveau de l'estomac, si ce clapet ne fait pas vraiment son rôle, qu'est-ce qui se passe ? Pouf. Et voilà, ça remonte. Et vu que l'estomac est très acide, on l'a dit, l'œsophage n'a pas ce rôle. Entre guillemets, c'est un milieu plutôt alcalin qui est dans l'œsophage. Et donc, les cellules ne sont pas, entre guillemets, capables de résister à cette acidité, et puis tu vas te retrouver avec des troubles
à ce niveau-là, des abrasions au niveau de l'œsophage et qui peuvent même aller beaucoup plus loin avec par exemple des soucis. On connaît par exemple le syndrome de Barrett sur du long terme qui peuvent mener même à des cancers. Donc c'est à ne pas prendre à la légère. Oh non, pas du tout. On mange tous les jours, plusieurs fois par jour. Exactement. Donc si à chaque fois il y a un problème, sur du long terme, ça peut être très destructeur. Exactement. Donc on a notre chim qui du coup va passer dans l'intestin, qui commence à aller dans l'intestin grêle, ou on a une autre étape avant? Non, en fait la trappe s'ouvre, parce que j'ai dit le pylore, et ça commence à aller dans le duodénum. Bon, alors du coup, on a l'intestin grêle qui est divisé en 3 parties. La première, le duodénum. C'est ça. La seconde, j'ai toujours un doute, c'est l'ilium? Duogénum. Duogénum. Et le dernier? Ilium. Ou l'iléon. Ilion? Ouais, iléon, comme tu veux, ou l'iléum, il y en a qui le disent, iléon. Ouais, voilà. Ce sera ilion. plus facile à dire. Voilà, donc ça arrive dans le duodénum, la première partie. Oui. Et c'est là, si je dis pas de bêtises, qu'il y a la bile qui commence à arriver. Oui. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est le foie qui sécrète la bile, qui va dans la vésicule biliaire. Donc c'est une poche de bile, littéralement. Et ensuite, cette bile est jetée sur la chyme. Voilà. Alors, c'est une grosse partie qui est ça. Moi, souvent, j'explique le duodénum, tu vois, à mes patients en nutri, comme un carrefour. L'alimentation arrive, il y a des messagers qui, bien sûr, sont envoyés au niveau du cerveau pour dire, tiens, tel organe doit envoyer telle molécule, un autre organe doit envoyer telle molécule. Donc, le chyme descend, comme tu as dit, les messagers sont envoyés au cerveau pour dire, tiens, au foie, oh mon gars, attention, fabrique de la bile. Normalement, la bile a été fabriquée et mise en réserve dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, donc, elle s'ouvre, elle déverse la bile. Et le rôle de la bile, son premier rôle, ça va être, entre guillemets, elle est remplie de sels biliaires. Et ces sels biliaires, ils vont nous permettre justement de venir découper les grosses molécules de graisse en petites molécules, qui plus tard vont être beaucoup plus facilement assimilables. On fait assez simple. Je donne souvent un exemple. Moi, c'est comme par exemple, quand tu nettoies la vaisselle et que tu as versé une goutte d'huile d'olive, ça fait une grosse goutte, et tu mets de l'eau à côté, et puis tu as l'impression qu'il y a un gros rond de gras, la boule, et tu prends du liquide vaisselle. Vous pourrez faire l'expérience, c'est sympa à faire. Donc tu verses une petite goutte d'huile d'olive dans un verre, hop, et tu vas prendre ton liquide vaisselle, et tu vas mettre juste une goutte au milieu de l'huile d'olive, et tu vas, voilà, ça va faire une grosse goutte, va devenir plein de petites gouttes. Voilà. Les sels biliaires, ils servent à ça, pour faire une image. Et on va avoir aussi d'autres enzymes qui vont être sécrétées, mais là plus au niveau du pancréas. D'accord. On ne va pas rentrer trop dans les détails du pancréas, mais le pancréas, il a un double rôle qui est extraordinaire. Il est aussi bien un rôle exocrine qu'endocrine. D'accord. Donc ça, on l'expliquera peut-être dans un autre podcast. Et là, il va jouer son rôle justement de sécrétion d'enzymes qui vont nous permettre de continuer la digestion des protéines, le découpage plutôt, le découpage aussi des glucides en plus petits et aussi des lipides en plus petits aussi. Donc il va aider aussi, comment dirais-je, la bile qui a découpé en plus petites gouttes à faire son travail en les découpant encore en plus petites parties. Donc encore une fois, c'est chacun fait son rôle pour simplifier le travail de tout le monde. Super, exactement, c'est super vraiment important. Vraiment, vraiment. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'arrivent déjà les fameuses que tout le monde connaît, insuline et glucagon? Alors ça c'est plus tard, c'est justement son rôle endocrine, là, tu vois. Donc exocrine, c'est à l'extérieur du corps, endocrine, c'est à l'intérieur du corps. Donc pour que ça soit l'insuline et le glucagon, il faut que ça soit dans le sang, pour réguler la glycémie. Exocrine, ça veut dire qu'on vient sécréter des enzymes pour commencer à découper ce qui est encore du non-soi. Le soi, c'est endocrine. Voilà. J'essaie de faire simple. Voilà. C'est clair. Donc ça sera un peu après. Ça sera quand, si tu veux, les glucides auront été transformés par ces enzymes en plus petites molécules, d'accord, de sucre, qui suit ensuite au niveau de la barrière intestinale, il y a des enzymes qui vont le transformer en glucose. Du glucose, ça passe dans le sang, ça remonte dans le foie par la veine porte, et ensuite, si la glycémie est trop haute, insuline, pour faire baisser la glycémie. Si la glycémie est trop basse, glucagon, pour faire monter l'insuline. Voilà. Nickel. J'essaie de faire simple. C'est un peu plus compliqué, mais j'essaie de rendre simple. Je pense que ça reste
c'est les grandes bases à avoir pour comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Tout simple. Ouais. Donc là, on a la chyme qui est dans le duodénum. Ensuite, il y a encore une autre étape, au-delà de la bile et des autres sécrétions d'enzymes. C'est déjà pas mal. Déjà, Ouais, dans le duodénum, c'est déjà pas mal. Je dirais que... oui. Oh, pardon, fini. Ouais, non, c'est déjà... pour moi, c'est les rôles principaux qu'on doit retenir. Après, il y a peut-être d'autres rôles, mais si on a assimilé ou compris ça, c'est pour moi déjà vraiment pas mal. Ouais. Parce que là, il se passe déjà du trajet, pendant qu'il y a tout ça qui s'opère. Ah oui, parce que c'est pas que ça reste à un endroit. Il faut rappeler que l'intestin grêle, justement, il fait 6 à 8 mètres, Ouais, 7 à 8. Ouais, après ça dépend des individus. Là. Alors oui. pareil, il y a eu des études où il y avait des populations qui avaient des intestins plus petits, d'autres qui avaient des intestins plus longs. Ça, j'ai appris ça quand j'ai fait ma formation avec Paul Check, justement. Donc c'est pour ça que chaque personne est unique. Est unique. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas tous la même longueur intestinale aussi, tu vois. Au niveau donc là, il y a tout ça qui se déroule, la chyme, elle continue son chemin dans l'intestin, jusqu'à arriver dans l'autre partie de l'intestin, du coup. Oui, c'est ça. Et là, dans l'autre partie de l'intestin, en fait, faut voir ça, en fait. Alors, il y en a, moi, on peut le comparer à des mains ou à des tiroirs qui vont venir s'ouvrir, si tu veux. On chope comme ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Ah, tiens! Ça me plaît bien, ça. C'est exactement ça. Cette cellule, elle te dit, tiens, hop, oh, tiens, nickel, je vois passer une vitamine. Oh, tiens, je vois passer une protéine, je vais la choper. C'est nous qui allons faire nos courses. Mais tiens, ça, j'aime bien. Tout à fait, c'est exactement ça. Bien sûr, les légumes, pas les produits ultra transformés. Voilà, c'est exactement. En fait, il faut prendre l'intestin comme... Alors peut-être c'est un peu... je vais essayer... C'est peut-être très grossier ce que je dis, mais ouais. Comme des grosses mains, tu vois, que tu auras à l'intérieur de l'intestin qui dit, tiens, oh, cette molécule, j'aime bien. Je la prends pour moi. Je vais la transformer, je vais peut-être faire quelque chose avec. Je vais la transformer, mais j'aime bien. Et puis il envoie passer une autre, puis hop, non, tiens, ça aussi, j'aime bien. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Je le prends comme ça. Et c'est là du tout qu'on passe du non-soi au soi? Exactement, tout à fait. C'est exactement à ce moment-là. Et c'est pour ça que si certaines molécules n'ont pas été suffisamment découpées par des enzymes, par du stress, par un organe qui fonctionnait peut-être pas forcément très très bien ou qui fonctionnait au ralenti, ces molécules, comme je disais tout à l'heure, sont trop grosses et pas reconnues par notre organisme, donc reconnues comme quelque chose qui pourrait être un ennemi, je dis entre guillemets, et donc notre système va s'attaquer à ça. Et là, ça commence les gros problèmes au niveau digestif, puisque la barrière intestinale a un rôle de vouloir faire passer ce qu'elle a envie de faire passer. Ça, comme on a dit, t'es mon ami, je te serre dans les bras, on s'aime bien. Par contre, t'es mon ennemi, je vais pas vouloir te laisser passer. Et c'est là que des fois, il y a des ennemis qui passent quand même. Eh oui, exactement. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu, excusez-moi, le bordel. Parce qu'il va falloir commencer à faire la guerre. Et c'est là qu'on parle de porosité de la barrière intestinale. Oui, exactement. C'est à ce niveau-là. En fait, il faut savoir qu'entre les cellules de l'intestin, les cellules s'ouvrent pour laisser passer et elles se referment. Ce qu'on appelle les gap junctions en anglais, d'accord ? Les jonctions serrées, elles s'ouvrent et elles se relâchent. C'est extraordinaire quand même, le corps humain. Et quand elle a envie, elle laisse passer. Quand elle n'a pas envie, elle se referme. Mais chez certaines personnes, il y a de l'inflammation, par exemple, chronique. Ces gap junctions restent ouvertes. Donc, les toxines, les bactéries, tout, les virus, tout passe. Et donc, ton système immunitaire, qu'est-ce qu'il est ? Il est toujours en alerte. Donc, qui dit toujours en alerte, il dit à un moment ou à un autre, mais tu n'es jamais sécurisé. Donc, inflammation encore chronique, c'est, entre guillemets, sans fin. Et ce phénomène, il s'amplifie. Et au bout d'un moment, on commence à créer des intolérances aussi. Parce qu'en fait, pour le corps, tout devient un ennemi. Et donc, tu peux même créer aussi après des maladies auto-immunes et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, je pense que on sait que le tube digestif est important, mais je pense qu'on ne mesure pas réellement, chez beaucoup de gens, l'importance de cet organe. Je ne sais pas si on peut l'appeler organe, parce qu'il y a tellement d'organes qui interagissent, de ce système. Voilà. De ce système. Voilà, je préfère dire de ce système parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je pense pour être en bonne santé, je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Nickel. Donc ensuite, on a notre chyme là, qui commence à se faire absorber. Oui, enfin les molécules qui sont dans le bol alimentaire, on va dire, qui se font absorber parce que j'en ai envie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une autre chose. Et voilà. Par exemple, une vitamine. Prenons l'exemple d'une vitamine. Vitamine A, vitamine E, des vitamines liposolubles. Donc, il a fallu des selles biliaires suffisantes pour pouvoir bien dissoudre les acides gras, parce que s'ils ne sont pas bien absorbés, on ne pourra pas absorber ces vitamines-là. Donc, imaginons, je vois une vitamine qui arrive, j'ai besoin de la vitamine, on la prend,
le corps, il prend ce qu'il a besoin. Hein. Attention, il est très intelligent. Hein. Il ne va pas prendre ce qu'il n'a pas besoin, mais il voit une vitamine, par exemple, une vitamine A. Il se dit, oula, je prends une vitamine A, hop, terminé, et je la prends et je l'attrape. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Tu vois. Mais, comme on l'a dit, il faut que ça soit bien fait avant. Yes. Est-ce que du coup, tu veux passer plus loin dans l'intestin ou passer à la transition dans le sang? Alors, on peut aller, oui, après, dans le sang, c'est assez simple, de toute façon, parce qu'une fois que ça va passer la barrière intestinale, je dirais qu'il y a quand même une grosse partie qui vont repartir au niveau de la veine porte. Et cette veine porte est directement reliée au foie. Et le foie, lui, c'est l'aiguilleur. Pour moi, c'est un peu l'aiguilleur. Peut-être juste dire la veine porte pour que tout le monde puisse bien comprendre le système sanguin vite fait. Ouais. La veine porte, c'est une veine qui est directement reliée entre guillemets à l'intestin et qui va faire remonter en fait le sang tout simplement. Au niveau du foie, tout simplement. Voilà. Et donc ces molécules qui ont été saisies par notre petite main dans l'intestin vont remonter au niveau du foie et le foie, lui, va avoir plusieurs rôles. Il va se dire, est-ce que je dois les stocker? Par exemple sous forme de vitamine A, vitamine E en l'occurrence par exemple, ou même de fer, des minéraux comme le fer, il peut le stocker. Est-ce que, entre guillemets, je vais l'utiliser tout de suite? Le glucose, en l'occurrence, je le fais passer dans le sang pour alimenter mon cerveau, mes muscles, donc ça il le fait passer tout de suite. Est-ce que je dois les détruire? Certaines toxines, il a quand même aussi ce rôle-là, le foie, de dire waouh, toxine, pas bien, attention, je vais commencer à m'en charger, je vais la détruire parce que ça risquerait d'être nocif pour le corps. Donc, c'est encore une nouvelle fois, il fait un rôle de barrière lui aussi, le foie. Il a ce rôle aussi. Donc, le foie est multitâche, d'accord, et c'est lui qui va organiser. Il va dire ça je fais pas, ça je distribue pas, ça je m'en occupe, je mets de réserve, tu vois. Il y a vraiment ce rôle-là, il faut le voir comme ça en fait, le foie. C'est un organe extraordinaire. Il est incroyable. C'est le seul organe, il faut savoir, qui se régénère. En plus, le gars il fait tout ça, et en plus il a des cellules qui sont capables justement de se régénérer et de recréer des tissus, quoi. C'est hallucinant. Vraiment. Je suis complètement d'accord. Donc là, après, voilà, une fois que le foie a fait son job, bah, après, ces grosses molécules qui sont envoyées dans le sang par le foie bah, font leur rôle. Hein. Le glucose, comme je t'ai dit, ou certaines autres molécules, et voilà. Après, on peut revenir, si tu veux, plus dans le tube digestif. Dans le tube digestif pour... dans la digestion en elle-même, si tu veux. Bah, carrément. Du coup, là, on a fini le jeu au génome, ou c'est aussi une part de l'élion? Ouais, il y a un peu, alors tous les endroits, il y a différentes parties qui vont pouvoir assimiler différentes choses, si tu veux. Voilà, c'est un peu, disons, on va rester très simple et basique. Ouais. Certaines parties vont plus absorber certaines vitamines, certaines protéines, donc voilà, ou certains acides aminés, on va dire, plus, pas protéines, plus certains acides aminés, et voilà. Faisons simple. À la fin de l'intestin grêle, théoriquement, tout ce que l'on voulait garder, on l'a gardé, le corps a chopé les molécules qu'il voulait, et donc à la fin, il reste le début de ce que l'on va excréter. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça passe dans le gros intestin directement. Ouais, alors il y a dans le côlon, on va appeler le côlon. Alors le côlon, il y a le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant. Chaque partie du côlon a quand même aussi un rôle, on va dire un peu différent. Tu as une partie, le côlon ascendant, qui va avoir plus un rôle de fermentation, le côlon descendant qui va avoir un rôle un peu plus de putréfaction, donc il va avoir un rôle différent pour chaque molécule. Si tu veux, on sait aussi que le côlon, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de bactéries. Alors, qui dit bactéries, il dit pas forcément mauvaises bactéries. On a aussi des très bonnes bactéries qui nous permettent de faire des choses qui sont très importantes pour l'être humain, qui vont fermenter certaines choses, qui vont permettre de fabriquer aussi certaines molécules importantes. Mais voilà, le côlon, c'est notre réservoir à bactéries. Il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Voilà, c'est exactement ça, et on en découvre tous les jours. Je pense qu'on a encore, je pense, beaucoup de travail avant de découvrir le rôle de toutes les bactéries et toutes les bactéries qu'on peut avoir, et on en découvre tous les jours. Ouais, c'est énorme. C'est impressionnant. Et là encore, je pense alors je vais peut-être encore une nouvelle fois aller un peu loin, mais on découvre des nouvelles bactéries et on dit waouh, cette bactérie-là, elle est extraordinaire. On manque de celle-ci, alors si on en remet et qu'on ressème de ces bactéries-là, on va résoudre tous les problèmes. Non. Là encore une nouvelle fois,
Je pense qu'il faut voir notre microbiote comme un jardin. Et que ce jardin est formé de plein de petites plantes, d'arbustes, et que tout doit vivre, entre guillemets, en eubiose, c'est-à-dire en équilibre, tu vois. Et à un moment ou un autre, quand une plante ou un arbuste prend le dessus, les autres meurent. tu as complètement compris. Et je pense qu'on ne peut pas dire qu'une bactérie est meilleure qu'une autre, à mon avis. Je pense que c'est juste cette capacité à être diversifiée et de vivre dans un écosystème qui est en équilibre, qui va permettre au corps de bien fonctionner. Là encore. Réduire, on parlait beaucoup, je parle de ça parce qu'on parle beaucoup d'une bactérie qui est Archementia municiphala, qui est très connue. Ils ont fait des tests sur les souris, l'obésité, des choses comme ça. Et ils se sont aperçus que le fait de redonner cette bactérie-là permettait à des souris de ne plus être obèses, mais de commencer à perdre du poids. Je pense que là, encore une nouvelle fois, c'est trop simpliste. C'est ma façon de voir les choses. Je pense que le corps humain est trop compliqué pour faire ça et qu'il faut juste essayer de rendre les choses plus naturelles au niveau de l'alimentation, ce qu'on a dit. Alimentation, digestion, absorption, et voilà. Que de vouloir dire, tiens, c'est ça, une nouvelle fois. La pilule miracle. Voilà, l'être humain, on est trop comme ça. C'est cette bactérie qui va tout améliorer, je pense pas. Voilà. C'est vrai. Mais on a des fois cette volonté de chercher le truc qui va nous faire nous sentir mieux, dire ah il y a un problème ou il y a quelque chose qui va expliquer tous nos maux. Je sais pas, c'est peut-être un principe de l'humain, mais ouais, peut-être. Souvent la réponse est beaucoup plus nuancée ou à contextualiser. Ouais, il n'y aura jamais une bonne réponse pour tout le monde. Oui, on l'avait dit dans les autres podcasts, rappelle quoi, par rapport à quand on avait fait le premier, je crois que c'était OS, par rapport à notre week-end qu'on était revenu du séminaire avec Tim Anderson, et je pense qu'il n'y a pas de pilule miracle, non, aucune chose. Je pense que c'est... alors je sais pas si, peut-être tu vas me contredire, même je sais pas si c'est de la discipline ou créer des habitudes de vie qui vont nous permettre de mieux nous sentir, de mieux bouger, de mieux respirer, mais je crois que en fait c'est une multitude de petits actes, que ce soit pour mieux se nourrir, pour mieux bouger, qui font qu'on est mieux. Et c'est pas, je vais te dire Max, respire et tu vas te sentir mieux, tous tes problèmes vont s'arrêter. On sait que mieux respirer va t'aider à mieux digérer, mieux bouger, on le sait tout ça. Mais c'est pas une seule chose. Pour moi c'est un enchaînement de petites choses qui vont faire qu'on se sent mieux dans la vie de tous les jours. Et si on dit que, et on vend une chose comme étant la recette miracle, je pense qu'on est des gros menteurs. Voilà. Souvent, ouais. En tout cas, je prends ce postulat-là et voilà. Et j'ai pas envie qu'on résume, par exemple, une action qu'on va donner à la fin en disant si vous faites ça, vous allez résoudre tous vos maux. Non. Clairement on va peut-être améliorer les symptômes, mais vous garantir qu'on va résoudre tous vos problèmes, non. C'est pas possible. Ça. C'est clairement pas l'ambition. Pas du tout. Enfin, pas du tout. L'idée, c'est d'améliorer, d'essayer d'optimiser, et puis après, s'il y a quelque chose qui vraiment dysfonctionne, d'ailleurs, c'est là aussi où on ne peut pas chercher à corriger, une pilule miracle si la base n'est pas bien respectée. Ce serait aberrant de vouloir prendre des médicaments, je n'ai pas le droit de dire ça, mais selon mon avis, je ne vais pas chercher à trouver le petit truc qui va résoudre tous mes problèmes si la base n'est pas bien faite. Encore une fois, je suis complètement d'accord avec toi, et on en parlait avant le podcast. Ouais. Beaucoup de thérapeutes maintenant, ils suivent des personnes et puis ils te leur donnent. T'es carencé en ça, allez tiens, prends ça. Voilà, et ils te leur donnent. Alors je veux bien entendre que oui, notre alimentation à l'heure actuelle est dépourvue peut-être de certains nutriments, de certaines vitamines, parce que naturellement, la façon dont elles sont élevées, cultivées, les sols sont appauvris peut-être déjà en minéraux et en nutriments. Peut-être que par exemple les fruits sont récoltés bien avant maturation, tout ça, ok, je peux l'entendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas déjà avoir une belle assiette, qu'on ne doit pas manger de façon le plus équilibrée possible pour nous permettre déjà d'avoir, comme tu dis, une base saine. Si derrière on prend des dizaines de pilules par jour, mais que là derrière tout ce qu'on fait c'est pas ok, il n'y a aucun intérêt à le prendre, tu vois. Et j'ai un peu ce sentiment-là depuis quelques années, que beaucoup de praticiens et thérapeutes
vont dire c'est ça qui va pas. Parce que tu es en manque de ça. Là, encore une nouvelle fois, une molécule, ça interagit avec d'autres molécules et ça antagonise des fois d'autres molécules. C'est une piste à explorer. Peut-être. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est pourquoi une personne peut-être serait carencée en zinc, pourquoi une personne serait carencée en fer, pourquoi une personne serait carencée en vitamine E ou en vitamine A. Je pense que déjà, écoute la personne, réellement. Demande-lui vraiment comment elle mange, ce qu'elle mange. Ensuite, on verra un peu plus quand on va descendre dans le tube digestif, mais comment sont ses selles. Déjà, ça pareil, chez certains thérapeutes, on n'en parle même plus. C'est presque un peu tabou. Pourtant, je pense que c'est tellement important de poser cette question-là, quand même, parce qu'on en revient à digestion, absorption et élimination. Et t'élimines comment? Tu vois, ça parle déjà et ça dit beaucoup de choses sur une personne. Comment elle est capable d'éliminer? Est-ce que la personne va tous les jours à la selle? Est-ce que les selles sont bien moulées? Est-ce que c'est liquide? Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ça nous apprend pas mal de choses. Et je pense que ça, on le demande plus assez. Et derrière, on va donner des compléments. On donne du complément, pour donner du complément. Mais comme tu as dit tout à l'heure, tu l'as si bien dit au début du podcast, c'est que si on n'absorbe pas, c'est une passoire. On peut prendre tous les nutriments. Je prends une passoire, je verse les pilules, elles vont retomber. Il n'y a rien qui retient. Voilà, tu prends ton argent et puis tu le balances par les fenêtres. Donc, je pense que c'est pas l'idée. Voilà. D'ailleurs, je sens je vais rebondir là-dessus sur les selles. On n'a pas fini notre trajet. Ouais, donc là, on est au niveau du côlon. Là. De toute façon, c'est bientôt fini là. Oh, on n'est pas très loin. On a le microbiote, il y a le côlon qui va du coup extirper un maximum d'eau. Je sais pas si on l'appelle encore la chyme, du coup. Ouais, on peut appeler ça, moi j'appellerais ça plus entre guillemets les déchets, hein. C'est tout ce qu'on a dit. Hein. Les déchets déjà. Le corps il n'a pas voulu, les petites mains elles n'ont pas prises dans l'intestin, elles ont dit ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, il y a eu des déchets aussi qui sont arrivés quand même. Donc c'est comme on a dit dans l'usine ou dans la maison, t'as mangé, c'est la poubelle. Ok. Là on est dans la poubelle. Donc après, ça passe à la poubelle. Une fois que la poubelle est bien remplie, il y a un signal qui est envoyé au cerveau. Il dit hey, allez, c'est l'heure d'y aller. La poubelle, c'est le rectum. C'est une grosse poche où tous les déchets ils sont mis dedans. Une fois que la poubelle déborde, non, mais le cerveau, on envoie un signal au cerveau, il faut faire quelque chose. Le réservoir est plein. Voilà. Ouais. Et après, c'est fini du coup. Et après, dernière partie après le rectum, l'anus. Le cerveau envoie une information, il faut s'ouvrir et puis voilà, les selles sont excrétées et voilà, c'est pour moi la fin du tube digestif si tu veux. Voilà, comment ça fonctionne. Pour faire relativement simple, je pense qu'on a vraiment grossi le système digestif, mais on a donné quand même des pistes qui étaient pour moi relativement simples et importantes. Du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir votre retour sur nos explications, si c'était clair. Si c'était compris, pas compris, s'il y a peut-être des points sur lesquels il faudrait revenir. D'ailleurs, on n'a jamais dit, mais l'espace commentaire, ça peut être intéressant justement pour soit parler de choses mal comprises, incomprises, ou des questions sur le tube digestif. Échanger. Un plaisir, échanger. Le fait d'échanger. Un plaisir pour nous d'échanger. Donc voilà sur cette partie. Alors, est-ce qu'on peut clôturer ça et passer sur certains conseils ou comment optimiser sa digestion? Oui, je pense que après, ça sert à rien d'aller trop loin. S'il y a des personnes qui veulent aller un peu plus loin et nous poser des questions, je pense que tu as très bien rebondi dessus, commentaire, et puis on fera un plaisir de répondre si pour aller un peu plus loin. Mais restons là-dessus, je pense que c'est déjà pas mal. Nickel.